Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction Guinée-Bissau pour commencer ce journal où le président Umaro Sissoco Embalo a remis la plus haute distinction nationale, la médaille Amilcar Cabral, au président Andradouel lors du deuxième jour de sa visite officielle en Guinée-Bissau. Une visite qui revêt une grande importance pour les deux pays au vu des rencontres et de la signature de partenariat signée au palais du gouvernement à Bissau dans la matinée. Judy Gaël Ranjanirin, Andra Zanjabé et Eras Luforman sur place pour plus de détails. Bon dia, camarades. Le président Andradouel a reçu la plus haute distinction nationale de la République de Guinée-Bissau des mains du président Umaro Sissoco ce jour. La médaille Amilcar Cabral est une reconnaissance particulière et le président Andradouel la mérite, a déclaré le président bissau-guinéen, pour ses réalisations qui ont un impact en Afrique et pour la Guinée-Bissau. Il a rappelé à titre d'exemple que le CVO, fruit de la recherche malgache, a sauvé des milliers de vies en Guinée-Bissau et dans les pays voisins. Ça me touche beaucoup de te recevoir ici, mon frère, en visite d'État. C'est ma première visite d'État, aux premières visites d'un chef d'État malgache. Et le peuple bissau-guinéen est très touché. Et je me rappelle aussi, quand il m'appelait pendant le Covid, moi-même, j'étais touché par le Covid. Madagascar a été évolué d'un thé que Tambaoui, je pense. Donc là, on a partagé ça. J'étais l'ambassadeur pour voir comment on pouvait sauver des milliers de vies. Et quand on a envoyé l'avion pour faire les cargaisons, on a distribué ça dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris en Afrique centrale. Parce qu'on avait partagé ça à l'époque avec notre papa, le fait président Maréchal Déby, et le président Sassou Nguesso, et ça marchait. Donc, c'est-à-dire, le Madagascar, ça c'est une grande valeur de panafricanisme que tu avais montré à l'égard de tes frères africains. Il y a eu une rencontre privée entre les deux présidents au palais de Bissau, suivi d'un échange entre la délégation malgache et le gouvernement bissau-guinéen, qui a immédiatement instauré une coopération entre les deux pays. Un accord type a été signé, comprenant 28 domaines de coopération. La méthode de mise en œuvre de ces accords types a également été signée. Ces accords qui viennent d'être signés entre nos deux ministres, Monsieur le Président, tu peux être sûr et certain, de notre côté, on va tout assurer pour l'implémentation de cet accord. Un nouveau chapitre s'ouvre à Bissau, affirme le président Andradouel. Lors de cette visite d'État, la relation entre les deux pays est au beau fixe. Il a également annoncé que le partenariat sera mutuellement bénéfique. La solidarité et l'engagement des pays africains, comme on le constate à Bissau, sont les moyens d'atteindre le développement attendu par la population. C'est un grand plaisir, mais aussi un grand honneur pour moi-même d'être en visite d'État et officielle ici en Guinée-Bissau. Ça marque une nouvelle page pour notre relation diplomatique, pour renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Cela marque notre volonté mutuelle d'avancer main dans la main. Parce que actuellement, par rapport aux défis où le continent africain nous sommes en train de mettre en place, il est important de marquer la solidarité. Mais sachez que ce n'est que le début. Et à travers l'accord qui a été signé tout à l'heure, il y a plusieurs secteurs qui ont été cités. Mais entre autres, vous avez cité tout à l'heure la formation des militaires ou des officiers à l'Académie militaire malgache, et nous sommes prêts à accueillir justement les officiers ou même les jeunes pour être formés dans notre académie militaire. En tout cas, ce n'est qu'un début
mais nous allons renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Le président Andradouelen a également reçu les clés de Bissau, un signe de grande confiance et de reconnaissance. Par la même occasion, le président a également invité le président Umaro Sissoko à effectuer une visite officielle à Madagascar. Les deux pays sont frères et l'hymne national malgache a été joué devant le palais présidentiel, suivi de 12 coups de canon. Et cette visite comprend également le partage d'expériences et la coopération économique. Le président Andradouelen a visité l'usine de transformation de noix de cajou à Bissau. Madagascar en possède également au nord et au nord-ouest du pays. Toujours un reportage de Judicaël Rangenerin, Andra Zanjaebe et Iras Luformanan. Si les noix de cajou sont achetées à Madagascar par les touristes, notamment à Mbujumaam, elles sont la base de l'économie au Guinée-Bissau. Elle fait vivre des millions de personnes et garantit 90% de l'exportation. Cette usine de Bissau est aujourd'hui l'un des plus grands transformateurs du pays et montre qu'il est possible d'exploiter les noix de cajou pour en faire un produit d'exportation de bonne qualité. Les exportations de la Guinée-Bissau continuent de croître. Elle est passée de 170 000 tonnes à 230 000 tonnes en 2023, ce qui la place parmi les pays leaders du marché mondial de la noix de cajou. Elle se vend à 375 FCFA le kilo, soit environ 2800 arrières. La noix de cajou rapporte 2/3 des recettes dans la caisse de l'État et plus de 80% de la population en vit. Toujours en diplomatie, le gouvernement malagasy a approuvé la nomination par Bruxelles de Roland Kobia en tant que nouvel ambassadeur permanent de l'Union européenne à Madagascar. Il remplacera donc Isabelle Delattre, dont le gouvernement a demandé le rappel pour non-respect de la souveraineté de l'État. Avant cette nomination, Roland Kobia était ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie de 2021 à 2024. Il a également été envoyé spécial de l'Union européenne en Afghanistan de 2017 à 2021, ambassadeur au Myanmar-Birmanie de 2013 à 2017 et ambassadeur en Azerbaïdjan en 2009 à 2013. Il prendra ses fonctions au mois de septembre, sauf changement. Toujours dans ce contexte, Madagascar a participé pour la première fois au forum sur la coopération et d'échange entre la Chine et l'Asie du Sud qui se tient à Yunnan, Kunming. L'ambassadeur de Madagascar en Chine, Jean-Louis Robinson, a souligné que de nombreuses coopérations peuvent se faire entre Madagascar et ces pays d'Asie, notamment dans le domaine de l'économie bleue, de l'environnement et autres. Indeniana Martina. De nombreux projets sont définis au sein de cette coopération entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud. Rien qu'en 2013, le volume total des échanges a atteint 200 milliards de dollars. Pour cette année, Madagascar, à travers l'ambassadeur de Madagascar en Chine, le docteur Jean-Louis Robinson, a participé pour la première fois au Forum sur la coopération Chine et Asie du Sud, qui en est à sa 5e édition. Lors de son allocution, l'ambassadeur a rappelé que la population malagasy et les Asiatiques se ressemblent et que de nombreux accords peuvent être signés car Madagascar a de grandes côtes avec d'innombrables ressources naturelles et une zone économique exclusive ou ZEE. Étant un pays insulaire, la plus grande île de l'océan Indien, disposant de plus de 5000 km de côte et d'une vaste zone économique exclusive, dotée d'une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle, Madagascar souhaite développer une économie bleue à travers une diplomatie nationale des ressources marines, la mise en place d'une chaîne de valeur de la pêche et d'une aquaculture marine. En outre, le renforcement des relations avec ces pays et ceux de l'océan Indien aidera Madagascar à lutter contre la contrebande des richesses naturelles et la pêche illégale.
Par ailleurs, en tant que pays souvent touché par les cyclones, les pays membres de l'Asie du Sud sont expérimentés et une coopération dans ce sens peut se faire. En économie, l'euro s'approche à nouveau des 5 000 arrières actuellement. Selon les chiffres de la Banque centrale de Madagascar, l'arrière s'est déprécié de 216 face à l'euro en 4 mois. Les détails. 4 906 arrières, telle est la valeur actuelle de 1 euro si elle s'achetait à 4 690 arrières fin mars. La valeur de l'arrière a ainsi chuté de 216 par rapport à l'euro au cours des 4 derniers mois, selon les chiffres de la Banque centrale de Madagascar. Le dollar, quant à lui, est à 4 539 arrières, alors qu'il était à 4 353 arrières en fin mars. Le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché interbancaire de devises, ou MID, l'augmentation des importations qui ont atteint 9 889,9 milliards arrières au premier semestre et une baisse des exportations de Madagascar qui s'élève à 5 448,6 milliards arrières, toujours au premier semestre, sont une des raisons de la baisse de la valeur de l'arrière par rapport aux devises. Il est donc nécessaire d'augmenter les exportations de Madagascar et d'inclure les recettes dans le MID si l'on veut la stabilité de l'arrière. Dans les actualités sociales, la lutte contre le travail des enfants est une lutte commune. Une bonne partie des enfants sont employés dans différents secteurs, notamment le travail domestique qui ne cesse de prendre de l'ampleur à Madagascar. Ainsi, beaucoup ne jouissent pas de leurs droits. C'est la raison de l'existence du centre Manzarsou sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Un centre qui retire les enfants du monde du travail et les réinsérer dans le milieu scolaire. Le travail des enfants est effectivement un phénomène réel, existant et persistant encore à Madagascar. En effet, d'après la Banque mondiale, un quart des enfants malagasy âgés entre 5 à 17 ans sont obligés de travailler pour aider leur famille. Ces enfants qui travaillent dans des conditions difficiles sans bénéficier d'aucune protection sociale ni sanitaire alors qu'ils sont susceptibles d'être victimes de maltraitances de toutes sortes. Ainsi, la préservation des droits fondamentaux des enfants requiert la responsabilité de chacun. Il existe de nombreux types de travail effectués par des mineurs et de nombreux enfants dans le monde ne jouissent pas de leurs droits, notamment en matière d'éducation et de santé. L'un des 3 principaux piliers établis par le président de la République malagasy est la considération du capital humain. Ainsi, le gouvernement a pris sa responsabilité en créant le centre Manzarsou, qui est sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique pour protéger pleinement les enfants. Ce centre accueille les mineurs retirés des pires formes de travail pour ensuite les réinsérer dans le milieu scolaire. D'autres bénéficient de formations professionnelles afin qu'ils puissent gagner leur vie convenablement en effectuant un travail décent. Antananarivo et Tuamas disposent déjà de tels centres si les autres provinces en bénéficieront bientôt, selon les informations. Il convient de noter que Madagascar a déjà ratifié les conventions fondamentales de l'OIT qui encadrent la lutte contre le travail des enfants dans le monde, la Convention 138 qui définit l'âge d'admission à l'emploi fixé à 15 ans et il en est de même pour la Convention 182 qui qualifie les pires formes de travail des enfants, notamment l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Les bénéficiaires sont satisfaits des services de santé offerts par le navire hôpital Arche de la Paix à Atranen. Ce bateau qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes par jour terminera sa mission ce jeudi 1er août. Fin de Sénémireille fait le point. En plus des bilans de santé gratuits, les personnes qui viennent sur ce navire militaire chinois et hôpital Arche de la Paix à Atranen reçoivent également des médicaments. Il existe de 17 types de traitements disponibles au sein du navire, notamment les traitements généraux, les soins oculaires, la chirurgie, l'accouchement et le diagnostic de diverses maladies. Jusqu'à 700 personnes par jour peuvent se faire consulter sur le bateau. Le navire Arche de la Paix réalise une mission nommée Mission Harmonie 2024. Ce navire hôpital visitera 15 pays cette année. Sa visite à Madagascar se terminera jeudi. 386 fonctionnaires militaires et civils travaillent sur l'Arche de la Paix.
Madagascar est le 46e pays visité par ce grand navire de 178 mètres de long et 24 mètres de large. Depuis 2008, date du début de sa mission. Pour terminer les actualités locales, 126 personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire dans la commune de Mianjariv, district de Tirmondid, région de Bungulav. Cela s'est produit après un repas de mariage samedi dernier. La direction régionale de la santé de Bungulav est déjà sur place pour constater la situation et prendre en charge les patients. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine lors de cet incident. Ces 126 personnes victimes d'une intoxication alimentaire étaient les invités d'un mariage tenu dans un village de la commune Mianjariv, district de Tirmondid, région de Bungulav. Si la mayonnaise utilisée dans le repas est la cause la plus fréquente d'intoxication alimentaire, on estime que cette fois-ci, ce sont les mets qui ont provoqué cet incident selon les responsables. En effet, les invités ont constaté un goût bizarre dans le mets. Une mayonnaise fait maison a été utilisée lors de l'entrée et parmi ces personnes victimes, nombreux sont ceux qui n'ont pas pris d'entrée. Après la fête, les victimes se sont plaintes de maux de tête, de douleurs au cou, de vomissements et de diarrhée. 105 des personnes touchées par cette intoxication alimentaire ont été prises en charge au CSB2. 20 ont été prises en charge dans d'autres centres de santé, tandis qu'un enfant a été envoyé à l'hôpital. Dès que cet incident s'est produit, l'équipe de la direction régionale de la santé de Bungulav est allée sur place pour renforcer l'équipe locale et apporter des médicaments, selon les informations du directeur régional de la santé de Bungulav. Après les soins, les victimes ont pu rejoindre leur foyer. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine dans cet incident. Par ailleurs, 2 personnes sont encore soignées au sein du CSB. En Amérique, le président Joe Biden a annoncé des projets de réforme de la Cour suprême considérés par beaucoup comme trop politisés. Mais cette démarche dans l'urgence s'est tout de suite heurtée à l'opposition des républicains. France 24. Personne n'est au-dessus de la loi, pas le président des États-Unis, pas un juge de la Cour suprême des États-Unis, personne. Ce sont les premiers mots du président Biden dans sa tribune au Washington Post. À 81 ans, il s'est lancé un pari audacieux, réformer en profondeur la Cour suprême à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Ce qui se passe actuellement n'est pas normal et sape la confiance du public dans les décisions de la Cour, y compris celles qui ont un impact sur les libertés individuelles. Nous nous trouvons maintenant dans une brèche. Une brèche pour s'attaquer directement aux juges de la plus haute instance judiciaire américaine. Car ce sont eux qui tranchent sur les grandes questions de société, comme le droit à l'avortement ou encore l'encadrement des armes à feu. Alors, quelles sont les réformes envisagées par Joe Biden ? D'abord, le président américain souhaite changer la règle de l'institution qui n'a jamais été révisée depuis sa création en 1789, la durée de mandat des juges. Actuellement, ils sont nommés à vie. Mais le démocrate souhaite limiter leur mandat à 18 ans maximum. De nouveaux juges seraient aussi nommés tous les 2 ans. Une réforme pour limiter les dégâts, notamment causés par l'ancien président Trump. Car aujourd'hui, sur les 9 juges que compte la Cour, 6 sont conservateurs et la moitié a été nommée par le républicain. Ce sont eux qui, en juin 2022, ont réduit en miettes le droit à l'avortement. Deuxième réforme, adopter un code de bonne conduite pour prévenir les conflits d'intérêts, un point directement lié au récent scandale. Le juge Clarence Thomas a déclaré s'être offert en 2019 des vacances luxueuses grâce à un donateur milliardaire républicain. Enfin, dernière réforme, l'annulation de l'immunité présidentielle. Début juillet, elle a permis à Donald Trump de gagner du temps en retardant son procès. Mais le Congrès est tellement divisé que ces projets de réforme ont très peu de chances d'aboutir. Ce projet dangereux de l'administration Biden-Harris est mort dès son arrivée à la Chambre des représentants. Mais alors, pourquoi Joe Biden s'attaque-t-il à un tel chantier ? Il s'agit de sensibiliser le public et de faire de la Cour suprême un enjeu électoral. D'autant que si Kamala Harris est élue, elle pourrait terminer le travail de son mentor. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a juré d'apporter une réponse sévère à l'attaque ayant tué 12 jeunes sur le Golan, occupé à l'heure où les efforts se multiplient pour éviter une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais. France 24. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, crient les habitants druzes de Majdal Shams au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.
Il s'est rendu sur les lieux de l'attaque dans laquelle 12 enfants ont été tués dimanche sur le plateau du Golan. De nombreux habitants de ce village n'ont jamais accepté la nationalité israélienne depuis qu'Israël a pris le contrôle du Golan syrien après la guerre des 6 jours en 1967. Ces enfants sont nos enfants. Ils sont nos enfants à tous. L'État d'Israël ne peut pas laisser passer cela et ne le laissera pas passer. Notre réponse viendra et elle sera sévère. Quelques heures plus tôt, les habitants se sont réunis pour l'enterrement des 12 enfants. Parmi eux, Gevera Ibrahim, 11 ans, tué comme les autres pendant qu'il jouait au football. Israël affirme qu'il s'agissait d'une roquette tirée par le Hezbollah depuis le Liban. Cette tragédie a secoué nos cœurs, secoué le monde entier. Assez de tragédies, assez de sang versé. Au Liban, le Hezbollah nie être à l'origine de l'attaque. Le groupe armé financé par l'Iran a multiplié les tirs sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre dernier. Attaque auquel Israël réplique, selon les médias d'État libanais. Une frappe israélienne a fait 5 victimes lundi matin. La crainte d'une escalade militaire entre les deux pays est forte, mais à Beyrouth, les habitants semblent résignés. Vous me demandez s'il y aura une guerre, nous sommes déjà en guerre, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus ? Ce regain de tension inquiète la communauté internationale et fait planer l'idée d'un élargissement du conflit au Moyen-Orient. Dans un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde Israël s'il attaquait le Liban. La Maison-Blanche de son côté, qui soutient l'État hébreu, se dit confiante qu'une guerre plus large entre le Hezbollah et Israël peut être évitée. Jusqu'à 35 degrés sur certains sites olympiques. La vague de chaleur persiste sur toute la France et gagne la région parisienne où la température va peser les athlètes et les spectateurs des Jeux olympiques alors que l'Île-de-France et Paris sont placés en alerte orange pour les orages en fin d'après-midi. France 24. Les athlètes, mais aussi les spectateurs, se préparent à affronter de fortes chaleurs. Quelques jours après une cérémonie d'ouverture gâchée par la pluie, les Jeux Olympiques de Paris sont confrontés à un autre problème météorologique, la première vague de chaleur de l'été. Les températures devraient atteindre ce mardi jusqu'à 36 degrés sur les sites olympiques parisiens. Pour le moment, le comité d'organisation des JO n'a pas prévu de reporter les compétitions, y compris dans le sud de la France, où le mercure devrait atteindre les 40 degrés. Chaque fédération internationale a ses propres seuils de tolérance pour les athlètes. Pour l'instant, on n'a pas des épreuves qui dépassent ce seuil, mais chaque jour, on revoit les prévisions météorologiques avec la fédération concernée. Et si jamais il se trouve qu'on dépasse ce seuil, on a la possibilité de reporter certaines épreuves, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais pour certaines épreuves, le soleil est plutôt un avantage. Je suis contente qu'il ne pleuve pas. Si je viens ici pour voir du beach volley, c'est mieux d'être un peu au soleil que d'être trempé par la pluie. À Paris, des chapeaux pour se protéger du soleil et des éventails sont distribués gratuitement aux visiteurs des Jeux pour tenir le coup la journée. Nous avons 2 bouteilles d'eau et ici au jeu, vous pouvez boire l'eau au robinet, c'est merveilleux. Et ils ont des fontaines à eau partout autour. Alors nous gardons nos bouteilles pleines. Et bonne nouvelle, à partir de jeudi, une baisse des températures mettra fin à cet épisode caniculaire. Et voilà, fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Senra Nirland, suivie du film X-Men. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.